Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maude et sur cette chaîne, je vous parle du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc dans cette vidéo, il m'a été demandé de revenir vers vous en fait pour vous parler un peu plus précisément de la fuite du runner au moment de la séparation. Donc si c'est le runner qui initie la fuite. Pour vous expliquer un peu plus précisément ses motivations, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qui se passe dans sa tête en termes de mécanisme et qu'est-ce qui le motive. Donc j'avais déjà fait une précédente vidéo sur ce que j'ai ressenti, donc moi-même en tant que runner, quand j'ai quitté mon autre. Mais c'était une vidéo en fait qui était plus émotionnelle, qui était plus du ressenti brut, d'expression en fait de qu'est-ce que moi-même, comment j'avais vécu le moment de la séparation quand j'ai pris la fuite. Et dans la présente vidéo, en fait, je vais faire du coup un peu plus de l'analytique, un peu plus du théorique, euh, en espérant que ça parle à quelques personnes. Donc déjà, tout d'abord, quelques petits warnings. Donc je commence par préciser. Déjà, si je parle trop vite, je vous rappelle que vous avez la possibilité de modifier la vitesse des vidéos en allant dans les paramètres. Donc sur l'ordinateur, c'est la petite roue dentée vers le bas de la vidéo. Sur l'ordinateur, c'est trois petits ronds verticaux qui se trouvent en haut à droite. Et en cliquant sur ça, vous avez la possibilité d'accélérer ou de ralentir le débit d'une vidéo. Ensuite, je rappelle que j'utilise les termes chaser et runner comme Fabien Marchand, c'est-à-dire que le chaser est la polarité yang, même s'il n'est pas l'âme éveillée en premier, et le runner pour la polarité yin, même s'il est l'âme qui s'éveille en premier et qui effectue la compensation en premier. Ensuite, je rappelle aussi, pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos de témoignage, que je suis dans un parcours qui correspond à ce que M. Denis Mourizard a décrit dans sa vidéo Chaser et Runner évitant, dont je remettrai le lien en barre de description et que je conseille d'aller voir pour toutes les personnes qui sont polarité yin éveillées au lien en premier. Donc, j'ai été dans un binôme en fait de runner éveillé en premier et de chaser évitant, ce qui signifie que quand même pendant la ligne de miel et puis au moment des crises, ça a toujours été moi, donc le runner, qui courait après le chaser en lui disant je t'aime, et c'était le chaser qui ne s'engageait pas dans la relation et qui ne dévoilait pas ses sentiments. Ce qui est un peu différent en fait de certains autres parcours, notamment les parcours plus anciens dans lesquels c'est le chaser qui s'éveillait en premier. Ensuite, je vous demande, et moi j'ai énormément de chance en fait, parce que sur ma chaîne, je sais que j'ai une très très grande majorité de commentaires qui sont extrêmement bienveillants et qui sont remplis de bonnes énergies avec des personnes qui cheminent réellement sur le parcours. Donc j'éprouve une immense reconnaissance pour cela. Et je demande sous cette vidéo de continuer à faire preuve de la même bienveillance et de ne pas véhiculer d'énergie toxique dans les commentaires, que ce soit, bon, vers moi à la rigueur, c'est pas grave, mais surtout rien de toxique en fait pour les visiteurs qui viendront après vous. Merci beaucoup. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir ma vidéo Comment le chaser rejette le runner, et aussi chaser et runner en mode sauveur. Donc ce sont deux vidéos dans lesquelles j'explique certains des mécanismes relationnels, c'est-à-dire comment est-ce que le runner en fait finit par abandonner le chaser parce qu'il est rejeté par lui, et de quelle manière en fait est-ce que le chaser et le runner, qui sont tous les deux en mode sauveur dans le triangle de Karpman, en fait, ils ne le manifestent pas de la même manière, puisque le chaser est plutôt sauveur-bourreau, alors que le runner est plutôt sauveur-victime. Donc, ils sont tous les deux sauveurs, mais ça ne se traduit pas de la même façon au niveau des actes et des comportements. Et donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage réellement à la voir, parce que ça explique en fait beaucoup des mécanismes relationnels que je vais maintenant expliquer dans la présente vidéo. Je vous préviens aussi que cette vidéo peut potentiellement être difficile à entendre pour les chasers qui sont encore dans leur lueur de l'âme, qui sont encore dans la souffrance et qui n'auraient pas conscientisé encore le rôle de leur propre dysfonctionnement
dans la souffrance et la fuite du runner. Vous savez que ma position, ce n'est pas de dire que le chaser est innocent et que le runner est responsable de tout, mais au contraire que les deux polarités sont responsables de 50% de la réussite de la relation et donc également de 50% de la rupture, et que quand le runner fuit, en fait, il est responsable de sa fuite à seulement 50% et que les autres 50%, c'est le chaser qui en est responsable. Et je dis bien responsable et pas coupable parce que c'est pas du tout la même chose. Alors pour commencer, j'aimerais revenir sur un principe un peu général qui est un point commun à toutes les ruptures, dans toutes les séparations de couples, et je ne parle pas forcément des séparations des binômes de flammes jumelles, mais vraiment dans toutes les ruptures, quand un couple se sépare, donc quand l'une des deux personnes du couple en fait quitte l'autre, le mécanisme c'est le suivant, c'est que la rupture en réalité, elle ne commence pas au moment où la rupture est verbalement annoncée à l'autre. En réalité, elle commence bien avant. Et pour la personne qui décide de quitter le couple, en fait, elle fait le deuil de la relation avant d'annoncer la séparation. Alors que pour la personne qui se fait quitter, elle va faire le deuil de la relation seulement après que la séparation, elle ait été verbalement annoncée. Donc c'est la raison pour laquelle en fait, quand il y a une séparation et que l'une des deux personnes quitte l'autre, il y a de la souffrance des deux côtés. Mais il y a un décalage de cette souffrance puisqu'elle se fait en deux temps. Donc la personne qui décide de partir de la relation, elle souffre en premier et pendant la relation. Et la personne qui se fait quitter, elle souffre en deuxième et après l'annonce de la séparation. Et ce mécanisme, en fait, il se retrouve aussi au moment de la séparation entre le chaser et le runner, puisque chez le runner, quand il décide de prendre la fuite, pour lui, il y a souffrance et deuil de la relation, entre guillemets, parce qu'il est bien sûr ça marchera pas, mais ça, il peut pas le savoir. Il peut pas le savoir avant, en fait. Donc, pour le runner, il y a souffrance, en fait, avant la fuite. Et pour le chaser, en fait, il y aura souffrance après la fuite. Donc, à partir de là, moi, j'ai identifié 5 points qui permettent d'expliquer, en fait, qu'est-ce que le runner ressent au moment de prendre la fuite. Et donc, du coup, c'est ça que je vais détailler maintenant. Donc comme je l'ai dit déjà, le runner, du coup, quand il fuit, il n'a pas décidé du jour au lendemain de fuir. Ça s'est fait un petit moment, ça s'est fait un petit peu dans sa tête déjà un peu avant. Donc les 5 points sont les suivants. Alors point numéro 1, pour le runner, il y a la certitude que le chaser ne l'aime pas. Cette certitude, ben, le chaser en est pas forcément responsable puisque le runner, durant sa plus petite enfance, dès le départ, il a été configuré pour qu'on lui fasse comprendre qu'il n'est pas aimable. Donc je vous renvoie éventuellement à toute ma playlist sur le fonctionnement de la polarité yin si vous voulez en savoir davantage. Mais déjà dès sa petite enfance, le runner a été configuré par son milieu familial pour qu'on lui fasse comprendre qu'il n'est pas aimable, que sa vraie nature, elle n'est pas souhaitable et qu'il faut en fait qu'il montre un autre visage que celui qu'il est vraiment s'il veut avoir une chance d'être aimé par les autres. Donc le runner à ce moment-là se forge un masque où il va en permanence aux autres montrer en fait l'image que les autres attendent de lui qu'il montre et pas ce qu'il est réellement. Donc je rappelle que c'est un mécanisme qui n'est pas conscient et donc qui n'est pas calculé, mais le runner a été configuré comme ça parce qu'il a compris à un moment donné qu'il n'avait pas le droit d'être lui-même s'il voulait avoir une chance en fait d'être aimé en fait quelque part en tant qu'enfant. C'est toujours l'amour de ses parents et de son entourage qu'on recherche. Mais pour le runner, on lui a expliqué qu'il serait aimable seulement s'il devenait ce que les autres attendaient de lui qu'il soit et pas s'il était réellement lui-même. Donc, le runner pense profondément, même s'il n'est pas conscient forcément de penser ça à ce moment-là, mais profondément en lui-même, il a la certitude qu'il n'est pas aimable, que c'est impossible de l'aimer, donc ce n'est pas concevable pour lui que son chaser puisse l'aimer véritablement. Et avant qu'il y ait des cris d'orfraie, je tiens à préciser qu'il y a des binômes pour lesquels c'est parfaitement justifié, cette croyance du runner selon laquelle le chaser ne l'aime pas, puisqu'effectivement, il y a des binômes, notamment les binômes où le chaser est évitant, dans lesquels ça n'a jamais été dit verbalement de la part du chaser qu'il
En fait, le chaser n'a jamais dit au runner qu'il l'aimait. Et moi-même, avant que je prenne la fuite dans mon binôme, 2 jours avant que je prenne la fuite, mon chaser, il m'avait dit: je ne t'aime pas, je ne ressens rien, mon cœur est vide. Donc voilà. Comment est-ce que moi, j'étais censée deviner avec ça que mon chaser avait des sentiments pour moi qui suis autiste, même si à l'époque je ne savais pas que que je suis autiste. Mais franchement, enfin voilà, je pense que j'ai certaines raisons d'avoir effectivement cru que mon chaser ne m'aimait pas parce que c'était ce que lui, en tout cas, il prétendait. Ensuite, le point numéro 2, c'est qu'il y a à ce moment-là une réelle souffrance chez le runner. Le runner, en fait, par amour pour le chaser, il s'est longtemps suradapté. Selon les binômes, évidemment, ça a pu durer plus ou moins longtemps. Mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que le runner, en fait, par amour pour le chaser, parce qu'il aime le chaser et pour ne pas perdre le chaser, le plus longtemps possible, le maximum qu'il a pu, il a pris sur lui, il s'est suradapté, il n'a rien dit, il a souri, il a fait semblant d'aller bien. Et il a accepté des attitudes, des comportements, des actes, des paroles qu'il aurait accepté de la part de personne d'autre. Et je sais que beaucoup de chasers, quand on leur dit ça, ils pensent que c'est uniquement l'interprétation du runner, que c'est que dans sa tête, que c'est que dans son imagination. Mais moi, des exemples, je pourrais en donner à l'appel, notamment par exemple le fait que mon chaser, enfin, je comprends ses raisons maintenant, donc je lui jette pas la pierre, mais mon chaser, par exemple, voulait m'interdire de pratiquer mon sport préféré parce qu'il n'aimait pas que je fasse du Krav Maga. J'avoue que même si à l'heure actuelle je n'en fais plus par manque de temps, pour autant je conserve mon affection pour ce sport et si j'ai l'occasion d'en refaire un jour, j'en referai. Donc ce n'est absolument pas mon ego blessé qui me dit que j'aime le Krav Maga. Et ben, je pense franchement que c'est à moi de décider quel sport j'ai envie de pratiquer ou pas. Mais après le chaser, bon, il peut vouloir aller plus loin en disant quelle personne on a le droit de fréquenter, quelle personne, quelle personne on doit voir, quelle personne on ne doit pas voir, à quels endroits on peut aller, à quelle heure. Qu'est-ce qu'on a Enfin, moi, j'avais aussi des commentaires parfois sur les réseaux sociaux où ils me disaient toi, ce truc-là, tu l'as écrit pour me manipuler, alors qu'en fait, j'ai juste écrit un truc comme ça. Enfin, bref. Je dis pas que le chaser, il a tout le temps tort en tout, mais il n'a pas non plus raison en tout. Donc c'est faux de dire qu'il y a tout chez le runner qui vient que de son imagination. Les relations humaines sont un peu plus complexes que du tout blanc et tout noir. Généralement, il y a des torts et des raisons des deux côtés à la fois. Ensuite, le point 3, c'est que le runner, au moment de sa fuite, il est arrivé à un point où il est dans l'incapacité physique de se suradapter davantage. Donc, comme je l'ai dit, le runner jusqu'à présent, donc jusqu'au moment de la fuite, avant ça, il a accepté de la part de son chaser énormément de comportements et d'attitudes qu'il n'aurait pas accepté de la part de quelqu'un d'autre, en tout cas des comportements et des attitudes qui venant de quelqu'un d'autre que son chaser l'aurait fait fuir, mais alors beaucoup plus rapidement que ça. Je veux dire qu'à la rigueur, on serait même pas... moi, je sais qu'il y a mon chaser, il y a certains comportements qu'il avait, si quelqu'un d'autre les avait eus, mais j'aurais même pas accepté de rentrer en relation avec la personne plus que 10 minutes en fait. Et c'est vraiment parce que mon chaser, c'est quelqu'un qui est vraiment fascinant, qui a des qualités immenses et aussi que je percevais en fait qu'il y avait à l'intérieur vraiment cette espèce de brillance de diamant brut, mais qui était cachée sous des couches et des couches et des couches de souffrance. Et parce que moi, je percevais ça chez lui et que j'avais envie d'être avec lui. Et que pour cette raison, toutes les fois où parfois il avait potentiellement des comportements avec moi qui objectivement n'étaient pas toujours corrects, moi je savais qu'il y avait autre chose derrière. Et du coup, j'ai souvent énormément accepté de comportements de lui qui, objectivement parlant, n'étaient pas toujours corrects. Je veux dire qu'une fois, je vais pas vous raconter les détails de ce qui s'est passé parce que c'est un peu gênant, mais une fois j'étais dans un bar avec lui et son meilleur ami, il m'a dit quelque chose et son meilleur ami l'a engueulé alors que moi j'avais rien dit, mais en fait son meilleur ami trouvait que c'était pas correct ce qu'il m'avait dit. Du coup voilà, ben, moi je savais que sa motivation c'était juste de la souffrance et que le jour où sa souffrance serait apaisée, il y aurait que du positif et de l'amour à l'intérieur de lui.
Beaucoup de gens dans mon entourage ne comprenaient pas pourquoi je restais avec le chaser, parce que des gens aussi ont essayé de me convaincre qu'il était un pervers narcissique. Moi, j'ai eu un père pervers narcissique. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur les relations toxiques pour avoir plus de détails à ce sujet, mais moi, je savais qu'il ne l'était pas. Pour démontrer aux autres qu'il ne l'était pas, j'ai quand même fait le test, un test pervers narcissique sur mon chaser pour vérifier à quel point il n'était pas pervers narcissique. Et en fait, sur les 30 questions, il fallait 15 oui et il a eu très exactement 4 oui. En comparaison, mon ex avant lui, il en avait eu 11. Donc voilà, le chaser n'est pas du tout un pervers narcissique, mais c'est clair qu'il est très contrôlant et qu'il n'est pas forcément contrôlant pour de bonnes raisons, surtout s'il est contrôlant parce qu'il est dans l'ego blessé, comme c'était personnellement en tout cas le cas dans mon binôme, puisque quand mon chaser et moi on s'est rencontrés, on était tous les deux dans nos nuits noires de l'âme, et donc on était tous les deux dans l'ego blessé. Donc le chaser, dans mon cas en tout cas, il était contrôlant et pas forcément pour de bonnes raisons, mais tout comme moi aussi, j'étais fuyante, pas non plus forcément, même avec certitude, pas pour de bonnes raisons non plus. Donc j'en reviens au point numéro 3, donc l'incapacité physique pour le runner de se suradapter davantage. Donc le runner s'est suradapté autant qu'il a pu. Il arrive à un point, à un moment où il sait qu'il ne peut pas aller plus loin parce qu'en fait la suradaptation est devenue tellement forte que c'est une souffrance permanente. Et comme moi je l'ai dit plusieurs fois, moi j'étais arrivée à un stade où j'avais recommencé à penser au suicide dans la relation parce que en fait je j'arrivais plus à encaisser davantage, j'arrivais plus du tout à continuer à ne rien dire par rapport au comportement et à l'attitude du chaser. Mais en même temps, j'avais aussi l'absolue certitude que si je lui dévoilais à quel point j'allais mal, que si je lui dévoilais en fait tout ce qui me convenait pas en fait dans la relation, j'avais la certitude absolue que le chaser, il allait mettre fin à la relation. Et c'est en fait cette raison qui a fait que pendant très longtemps, je n'ai rien dit, j'ai fait semblant d'aller bien. Et la principale motivation de se faire semblant d'aller bien et de surtout pas en parler, c'est pour ne pas perdre la relation et c'est aussi pour préserver l'autre parce que j'étais sûre que, enfin, vu le caractère de mon chaser qui aime pas faire du mal aux gens, si je lui disais que j'allais aussi mal, je pensais vraiment qu'il allait partir de la relation et c'est la raison pour laquelle je n'ai rien dit. Et à un moment donné, eh ben, j'ai simplement pris la fuite parce que je n'arrivais plus en fait à tenir le coup davantage. Donc le quatrième point que j'ai identifié concernant la motivation de la fuite du runner, c'est un esprit sacrificiel et une volonté de protéger l'autre. Donc je sais que c'est sûrement très très difficile à entendre pour les chasers, mais véritablement quand le runner part, il part par amour pour son chaser et il part pour protéger son chaser. Pourquoi? Parce qu'on a des modes de fonctionnement qui sont extrêmement différents et la blessure fondamentale que porte le runner, c'est la blessure de rejet. Cela signifie que pour le runner, le rejet, c'est ce qu'il y a de pire à infliger à quelqu'un. Euh, Entre autres, rejeter quelqu'un, c'est pire que abandonner quelqu'un. Je vous rappelle que la différence entre les deux termes, c'est que abandonner, c'est quitter physiquement, alors que rejeter, c'est ne pas accepter l'autre comme il est pour ce qu'il est. Et pour le runner, c'est complètement inacceptable de rejeter. C'est complètement inacceptable en fait de dire à l'autre ce que tu es ne me convient pas, alors change s'il te plaît. C'est vraiment inacceptable pour lui de faire ça parce que le runner est fondamentalement convaincu que s'il demande à l'autre de changer pour lui, il le fera souffrir. Et c'est la raison pour laquelle il ne le lui demande pas et il préfère l'abandonner parce que dans le fonctionnement, l'esprit, le mécanisme cérébral du runner, ce sera moins souffrant pour le chaser d'être abandonné que d'être rejeté. Étant donné que lui-même fonctionne comme ça, il pense que l'autre fonctionne de cette manière aussi. Donc, au moment où le runner fuit pour ne pas rejeter le chaser, il fuit en fait dans un esprit de protection. Et dans la mesure où les sentiments du runner pour le chaser sont vraiment très puissants, qui sont symbiotiques, qui sont vraiment quasiment fusionnels, c'est vraiment le runner en fait quand il décide de partir, il s'arrache le cœur. Vous imaginez même pas à quel point il s'arrache le cœur. Mais l'esprit du runner à ce moment-là, c'est que je préfère souffrir moi et m'arracher le cœur en te quittant plutôt que de te faire du mal en te demandant de changer pour moi.
Donc je sais que ce mode de pensée, en fait, il est sûrement très très difficile à comprendre pour les chasers qui portent une autre blessure fondamentale. Mais pour le runner, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, comprendra qui a la capacité de comprendre. Et pour les autres, ben, peut-être que la compréhension viendra un peu plus tard. Et cinquième point, je l'ai déjà dit en fait, mais du coup je vais le redire encore une fois. Le cinquième point, c'est vraiment la certitude que si le runner arrête de se suradapter, le chaser quittera la relation. Et ça, pour le runner, c'est vraiment difficile à supporter. Moins le fait que le chaser quitte la relation que le fait de faire souffrir le chaser au point qu'il va quitter la relation, en fait. C'est ça qui est vraiment insupportable. En tout cas, dans mon cas, c'était ça qui était vraiment insupportable. Donc, le runner, en fait, comme je l'ai dit, il est en suradaptation. Quand il est en suradaptation, il est dans un mode sacrificiel, donc dans un mode de victime. Et il est également dans l'auto-rejet parce qu'il ne s'autorise pas à être lui-même, puisqu'il est convaincu qu'être lui-même, ça fera souffrir le chaser. Et donc, être lui-même, ça fera que le chaser quittera la relation. Du coup, voilà, étant donné que le runner a la certitude que le chaser quittera la relation s'il arrête de se suradapter, du coup, ben, il dit rien et il continue à se suradapter jusqu'au moment en fait où il est plus capable de tenir davantage. Donc maintenant, j'ai un autre point à préciser, c'est que ce dernier point, donc le runner a la certitude que le chaser quittera la relation si le runner arrête de se suradapter. Je tiens à souligner vraiment le fait que ce n'est en aucun cas une croyance infondée. Ça m'arrive assez souvent de lire dans des commentaires sur internet, des commentaires du type ouais mais le runner il a qu'à s'exprimer parce que le chaser il est prêt à entendre, c'est toujours la communication qui est la priorité, blablabli blablabla, patati patata. Et je tiens vraiment à vous dire d'expérience que ça ne fonctionne pas. Vous pouvez aller voir mes vidéos de témoignages, c'est toutes les vidéos qui ont une vignette violette dans lesquelles je raconte en détail mon histoire. Mais dans mon cas, là, je viens de détailler en fait les raisons de ma fuite. Et pour ceux qui ont vu mes vidéos de témoignage, vous savez que la fuite que je viens de décrire, elle a duré 3 jours. Et qu'au terme de ces 3 jours où en fait j'avais fait un shutdown, donc je m'en souviens même pas de ces 3 jours parce que j'étais enfermée chez moi à pas bouger et je me levais que pour aller aux toilettes et manger. Au bout de 3 jours, en fait, je suis revenue vers mon chaser, on s'est rabiboché, on s'est mis en couple officiellement. Et la raison pour laquelle je dis que ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'à ce moment-là, je l'ai fait. J'ai été honnête, j'ai mis les cartes sur la table, je lui ai dit tout ce que je ressentais, je lui ai dit toutes mes peurs, toutes mes angoisses, je lui ai dit tout ce que certaines attitudes, si ça ne me convenait pas, qu'est-ce que ça générait chez moi. Donc bien sûr, tout ça, c'était l'ego blessé qui s'activait, mais je lui ai, dans les détails, expliqué tout ce que ça générait chez moi et la force émotionnelle avec laquelle ça pouvait provoquer de la souffrance qui pouvait avoir dans la matière comme conséquence des actions qui, de ma part, n'étaient pas toujours contrôlées. Parce que franchement, j'étais pas, on va dire, franchement saine d'esprit à l'époque. Et tout ça, moi, je le lui ai dit à mon chaser. J'ai été vraiment honnête avec lui, j'ai été transparente, je lui ai dit tout ce que je ressentais, tout ce qui risquait d'arriver si jamais il y avait des situations qui me déstabilisaient ou qui me mettaient dans la peur. Et il me semble que sur ma chaîne, j'avais eu des commentaires de runners qui me disaient qu'ils avaient eux aussi tenté, enfin, que eux aussi ils avaient vécu ça, le coup d'être honnête avec le chaser et de tout lui dire. Et en fait, ça fonctionne pas parce que le chaser, en fait, il a absolument mais aucune idée, en fait, en tout cas, avant d'être informé de toutes ces histoires de flammes jumelles, le chaser, franchement, il a aucune idée de l'intensité de la souffrance du chaser. Le chaser a absolument aucune idée de l'intensité des souffrances du runner. Le point auquel les émotions du runner sur le plan émotionnel, elles sont intenses, le point auquel le runner est dans l'incapacité de gérer ses émotions au moment de la rencontre. Franchement, le chaser, il n'en a aucune idée et il ne se rend absolument pas compte de ce que c'est. Et dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que au bout assez vite en fait, ça a duré, je crois environ un mois. C'est le chaser qui a décidé de quitter la relation parce que lui-même n'était pas en possibilité en fait
d'assumer à ma place mes émotions et mes peurs. Il n'avait pas du tout la capacité pour ça. Je ne lui jette absolument pas la pierre parce que moi-même, je n'étais pas en capacité d'assumer mes émotions et mes réactions. Et chaque personne, en fait, est responsable d'elle-même en termes de réaction, de ressenti, des émotions, des pensées que je choisis de générer. Chaque personne est responsable d'elle-même et c'est jamais à quelqu'un d'autre d'être responsable de son intériorité à sa place. Donc, en aucun cas, le runner ne peut demander au chaser de gérer ses émotions à sa place, et même en dehors du parcours de flamme jumelle, ce n'est jamais à un individu de demander à son entourage de gérer ses émotions à sa place. Donc, c'est tout à fait justifié et normal. Et je souligne vraiment, et pourtant je peux vous dire que moi, quand mon chaser m'a quitté, ça m'a franchement fait mal. J'ai refait une nuit noire de l'âme. Mais je pense qu'il avait tout à fait quelque part raison de le faire parce que c'était pas à lui de gérer mes émotions à ma place. Et ça, je le pense vraiment. Donc voilà pour ces différents points. Donc je les résume brièvement. Donc point 1, le runner a la certitude qu'il n'est pas aimable et qu'il n'est pas aimé de son chaser. Deuxième point, le runner est dans un état de souffrance qui a débuté avant l'annonce de la séparation. Troisième point, le runner est dans l'incapacité physique de se suradapter davantage parce qu'il a déjà fait tous les efforts qu'il pouvait. Quatrième point, le runner part dans un esprit de sacrifice pour protéger le chaser, pour ne pas le rejeter, parce qu'à ses yeux, le rejet, c'est la pire blessure du monde. Et cinquième point, le runner a la certitude, et qui, à mon sens en tout cas, est parfaitement fondée, que le chaser quittera la relation si le runner arrête de se suradapter. Donc voilà, j'espère que ça aura peut-être éclairé quelques lanternes. Vous pouvez éventuellement me faire part de vos impressions dans les commentaires, mais je vous le rappelle encore une fois, dans la bienveillance et dans la lumière, parce que je n'hésiterai pas à supprimer tous les commentaires qui véhiculent des énergies toxiques. Si vous avez envie de partager des émotions qui ne sont pas forcément positives, vous pouvez m'écrire par mail et je vous répondrai, il n'y a absolument aucun souci. Mais voilà, dans l'espace commentaire, j'aimerais préserver en fait l'esprit de bienveillance et de lumière qu'il y a jusqu'à présent eu sur cette chaîne. Donc sur ce, portez-vous bien et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Profitez bien de votre week-end, et prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.